Ce podcast est autoproduit par l'agence You Choose. Hello à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Raconte-nous. Et aujourd'hui, on est super contente d'avoir avec nous Franck Petitjean de la Gloves Academy. Salut tout le monde. Franck, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Franck Petitjean, j'ai 37 ans, 2 enfants. J'ai été athlète de haut niveau depuis 2010, donc pendant 14 ans. Et en parallèle, j'ai monté 2 salles, pas tout seul, avec un associé, qui s'appelle la Gloves Academy, où on est actuellement, où on propose des cours de boxe pour les personnes qui veulent se dépasser et affronter leur quotidien. C'est vraiment notre mindset. J'aime beaucoup. Avant de revenir effectivement sur ce que tu fais aujourd'hui, juste tu parles d'anciens boxeurs pro. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton palmarès Alors, j'ai fait les choses assez vite. J'ai commencé la boxe à 18 ans, en 20 ans, 2008. Ouais. Donc assez tard quand même. J'ai enchaîné, en fait, si tu veux, pour pouvoir passer professionnel en boxe. Il fallait à l'époque un certain nombre de combats. Donc j'en ai fait pratiquement 40 en 2 ans. Et je suis passé professionnel derrière en 2010. Et comme on le disait un petit peu tout à l'heure, j'avais des freins et pas forcément d'objectifs. Mais ça s'est présenté à moi au vu de mes résultats. Et j'ai été 4 fois champion de France, champion de l'Union européenne, champion d'Europe. Et j'ai malheureusement perdu un championnat du monde. Trop bien. Mais en tout cas, félicitations à toi pour ce parcours sur lequel on va revenir ensemble. Avant ça, je pose la même question à tous les invités pour cette saison 3, à savoir quel est le plus gros échec de ta vie que tu as réussi à transformer en succès? La boxe. C'est-à-dire? La boxe, parce que j'étais limité dans mes croyances. Je croyais pas forcément en moi. On m'a pas forcément donné confiance non plus dans le sport. On disait juste que j'étais généreux, mais que ça allait pas être suffisant. Sur le plan éducatif aussi, c'était pas mes parents. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de parents, ils veulent pas que leur enfant devienne combattant professionnel. Les professeurs aussi. Et du coup, j'en ai fait une réussite parce que on m'a souvent dit, enfin, je me rappelle à l'époque, j'étais en STAPS, j'ai fait une licence STAPS, sciences techniques des activités physiques et sportives, donc pour être prof de PS, militaire, pompier, des trucs comme ça. Je faisais STAPS juste pour faire du sport. Moi, je voulais rien faire, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Le coaching n'était pas encore à la mode à l'époque. Et si tu veux, passé la vingtaine, j'étais diplômé, j'avais mon indépendance, j'avais mon appartement à Clichy à l'époque, et je travaillais à mi-temps dans un collège en tant que surveillant. Et je ne savais pas du tout où j'allais, tu vois. Et tout le monde me disait bon, la boxe ça te prend quand même une vingtaine d'heures par semaine, ça prend du temps. Surveillant à mi-temps, c'est un travail d'étudiant, tu vas pas faire ça toute ta vie. Et moi, je voulais juste faire de la boxe, tu vois. Et donc, c'était pour mes parents et pour mes proches, c'était pas une réussite. C'était là, tu fais un peu du surplace. Et aujourd'hui, quand j'ai commencé à être plusieurs fois champion de France, à être reconnu dans mon milieu, ça s'est transformé en réussite. Et comme en parallèle, je travaillais, je faisais du coaching petit à petit, souvent c'est pareil. On me disait, tu peux pas tout faire. Soit le coaching, soit la boxe. Et moi, je disais non parce que je construis aussi la suite. Si j'arrête la boxe, les gens en 1 an, ils vont m'oublier. Et j'ai envie de continuer à faire les deux. Et ça s'est vraiment transformé en réussite le moment où on a monté la Gloves Academy, où ça a été une réussite. Parce que au départ, c'est pareil. J'ai beaucoup de freins, beaucoup de personnes qui me disaient c'est compliqué, le business du sport, c'est compliqué, l'entrepreneuriat, c'est compliqué, l'administration française, c'est compliqué. Enfin, tout qui, tu vois, des barrières. Ouais. Et au final, aujourd'hui, c'est tout le monde le dit, hein, quand tu fais ton travail, de ta passion, ton travail, t'as pas l'impression de travail. C'est pas complètement vrai, mais quand même, je me lève tous les jours, je suis motivé pour faire ce que je fais. Ouais. Tu dis que tu as commencé finalement assez tard la boxe. Comment la boxe est venue à toi? Est-ce que c'est la boxe qui t'a choisi ou c'est toi qui as choisi la boxe? Alors, je pense que j'ai choisi la boxe. J'ai voulu en faire quand j'avais 12 ans. J'étais myope. Mon père m'a interdit.
Et D'accord. c'est marrant parce que mon père m'a interdit et son père lui avait interdit pour les mêmes raisons, parce que il était myope. Ok. Et en gros, il allait devenir aveugle. Donc des Ok. clichés complètement faux. Et à 17 ans, j'ai fait de la boxe française, donc c'est avec les pieds. C'est de la touche, c'est très cool. Et à 15 ans, mon frère s'est mis à faire de la boxe anglaise. Et en D'accord. fait, un jour, on a échangé, forcément, bon frérot. Et il m'a touché au foie. Et je pense que ça m'a piqué dans mon orgueil. Et je me suis mis après dans ce sport à 100%. Mais tu vois, et puis c'était marrant parce que bah du coup à 18 ans mon père ne pouvait plus rien dire, j'étais toujours myope. Hein. C'était une bonne revanche aussi vis-à-vis de mon frère du coup qui était mon cadet de 3 ans à l'époque, donc j'en avais 18, lui 15. Et voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, tu dis, OK, je veux faire de la boxe parce que tu avais déjà en mode la suite, toi, dans ta tête, en mode je veux en faire mon métier potentiellement, je veux en faire quelque chose, ou tu y vas juste vraiment par pur ego ou par pur... Parce que j'ai envie de te dire, tu as quand même ton père, effectivement, qui... on lui a interdit la boxe parce qu'il y avait potentiellement un frein. Toi, potentiellement, il y a un frein. Pourtant, tu dis, bah en fait, rien à faire de ce frein, j'y vais quand même. Il y avait un truc derrière ou Il y pas? a aucun objectif de compétition, de vivre de ça. C'était plutôt un mindset de vouloir se dépasser, de vouloir rencontrer plus fort que soi, parce que c'est un sport où on apprend vachement l'humilité, on est plus fort que certains, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui sont plus fortes que vous. Et moi, ça m'a grave emballé ce projet-là de toujours me dépasser, toujours faire plus. C'était aussi mon défouloir. Parce que bah quand on est adolescent, jeune adulte, on n'est pas forcément c'est pas que j'étais pas bien dans mes baskets, mais j'étais plutôt je comprenais pas le monde, je comprenais pas ma place. Et en fait, c'était l'endroit où j'étais le plus dans l'instant présent, parce que j'ai pas le temps de penser à autre chose. J'ai des droites qui arrivent, pardon de l'expression, mais dans la gueule. Bah ouais. Du coup là, je pense à survivre entre Ouais. guillemets, me dépasser, gagner mes combats et ainsi de suite. Donc tu vois, ça a été vraiment étape par étape. Est-ce que je vais pouvoir passer amateur? Est-ce que je vais gagner mon prochain combat? Tiens, on me propose un combat à l'international. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je vais avoir le niveau? Est-ce que je vais faire le poids? Et ça a été toujours des petits objectifs qui, à la fin, bah, m'ont emmené à un championnat du monde, un championnat d'Europe. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté la boxe à toi personnellement quand tu vois effectivement t'es dans une phase où en plus de ça tu savais pas trop vraiment ce que tu voulais faire et tout. Qu'est-ce que ça t'a apporté? De l'humilité, Mmh. de la confiance. L'avantage, tu vois, vraiment ouais, de la confiance même, je dirais en premier, parce que aujourd'hui, j'en ai tellement bavé dans ce sport, c'est tellement dur, tu vois. En plus aujourd'hui, avec les réseaux, on dirait que c'est incroyable d'être combattant de MMA professionnel ou boxeur pro, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur, que ça soit les régimes, que ça soit de prendre des coups. Et aujourd'hui, bah, j'ai plus peur de rien. Tu vois, s'il faut juste relever les manches et y aller, je connais mes limites. Chose que je pense, tant qu'on les dépasse pas, ces limites, on connaît pas ses limites. Et tu te rends compte, pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, bah, qu'il n'y a pas de limite. Tu vois, si on veut, on peut. À quel moment t'as compris ça? À quel moment tu t'es dit, mais en fait, toute ma vie, je me suis mis des limites et en fait, ces limites, elles n'existent pas à part dans ton cerveau, en fait. J'ai compris ça en 2018. Alors, c'est très précis, mais c'est l'année de naissance de mon fils, de mon premier enfant. Parce que de 2010 à 2018, en fait, j'étais constamment dans le dépassement de moi et je me rendais pas compte de ce que j'avais fait. Et quand mon fils est né, je me rappelle très bien, hein, je sors de l'hôpital, je préparais un championnat d'Europe et mon fils vient de naître et je me dis waouh, c'est la seule personne qui me met KO en fait, tu vois, genre je ferais tout pour lui. Et parallèlement, j'ai pu comment dire, j'ai pris j'ai arrêté la boxe pendant un moment. J'ai eu le temps de faire un feedback de tout ce que j'avais fait. Et derrière, j'ai voulu reprendre la boxe. Alors, il y a eu, en plus après, il y a eu le Covid. J'ai ma fille qui est née en 2019, donc tout s'est un peu enchaîné. Et quand j'ai voulu revenir, je savais pourquoi je revenais. Je revenais, là, c'était plus
franchir des caps à chaque fois, c'est juste kiffer. Je sais ce que je suis capable de faire, je sais ce que je suis capable de donner. Arrête de penser résultat, arrête de penser échec, arrête de penser si tu perds tout. Pense kiff, fais-toi plaisir. Voilà. Ça, c'est vrai ce que tu dis parce que on est même dans une perpétuelle quête de je veux plus. Et en fait, on prend jamais le temps de se rendre compte juste du chemin parcouru, juste de déjà ce qu'on a et ce qu'on a déjà réalisé, tu vois. Et je pense que juste de prendre, tu vois, ce moment-là et de se dire, mais attends, enfin, t'as vu tout le chemin que t'as fait, genre, t'en as été capable. Donc demain, juste prends du plaisir dans ce que tu fais. On oublie, en fait, cette notion de plaisir dans tous les objectifs qu'on se lance. On est plus dans le fais. Et une fois que t'as ça, ah bah vas-y, je vais aller chercher ça, je vais aller chercher ça. Il y a toujours des trucs à franchir. Il y a toujours des trucs à franchir, tu vois. Et tu profites jamais de l'instant présent, en fait. Tu vois, tu veux toujours plus. Je le suis encore, c'est ma nature après. Je pense, enfin, je suis pas le seul, hein, mais je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. C'est aussi notre société qui veut ça. On est une société de consommation. On veut vite. Tout va très vite aujourd'hui. On se lasse d'un truc, on peut passer à autre chose. Dans tout, même dans la vie de couple, dans tout. Tout est triste, hein, malheureusement, je trouve moi. Mais c'est un peu comme ça. Et c'est vrai que profiter de l'instant présent, c'est compliqué. Tu vois, avec le téléphone, on est constamment sollicité. Il y a tout le temps une notification, un truc à faire. Encore plus maintenant, nous, on a nos 2 boîtes qui tournent. On a toujours un truc à régler. Et en fait, je peux être avec mes enfants et je commence à faire attention parce que ma fille me dit, t'es toujours en train de travailler sur ton téléphone. Et c'est vrai, en fait, là, je dois être avec mes enfants. J'ai envie de kiffer, profiter de ce que j'ai parce que là, ils sont petits. Et ce que tu peux remettre à plus tard, remets-le à plus tard. Ça veut pas dire que tu procrastines. Et c'est vrai, tu vois, de ce que tu dis même par rapport au moment présent et au fait qu'on se lasse beaucoup des choses. On se lasse tellement des choses où tu parlais, oui, de couple, que en fait, on oublie de se battre en fait. Dès qu'il y a un petit peu de difficulté, dès qu'il y a un petit obstacle, on se dit ah non, mais finalement ça veut dire que c'est pas fait pour moi, ou on va se chercher des excuses. Je trouve personnellement qu'on est dans une société où dès qu'il y a de la difficulté, on va se trouver énormément d'excuses. Et c'est pour ça que moi, j'adore la boxe, parce que à partir du moment où t'es dans le ring, c'est toi face à toi et il n'y a pas d'excuses. Tu peux pas dire le terrain il est glissant, non mais là mon équipe elle m'a pas fait la passe, machin. C'est le seul sport où tu es toi face à toi. Si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas dans l'instant présent, t'en as un en face de toi qui va pas te faire de cadeau et qui attend que ça, la moindre faille. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et et tu vois, on s'écarte un peu, mais pour revenir au couple, moi je suis en couple depuis que j'ai 25 ans, donc ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Et quand je vois mes amis ou mon entourage qui a mon âge et qui trouvent pas de personne, et à chaque fois je leur dis, c'est pas que tu trouves pas une personne, c'est que dès que tu rencontres quelqu'un, t'as la facilité. Ouais, il y a un problème, t'as des applis maintenant, tu peux rencontrer des gens tous les jours. C'est facile en fait, et on consomme en fait, on construit rien. Et je trouve que c'est dommage parce que la vie elle est pas c'est pas un long fleuve tranquille. T'es obligé de discuter, de trouver des solutions, de faire des compromis. Est-ce que pour toi, les personnes qui réussissent, ou en tout cas pour les personnes qui, tu vois, qui ont des ambitions et qui qui ont des barrières mentales en fonction de effectivement ton environnement familial ou là où t'as grandi, est-ce que vraiment tout est possible si tu t'en donnes les moyens et que t'arrêtes de te chercher des excuses? Alors c'est un peu compliqué, je trouve. Dans l'absolu, j'ai envie de te dire oui, c'est possible, tout est possible. Après, mais tu vois, il y a aussi notre société, elle se veut méritocratique. Tout est au mérite. Malheureusement, il y a des choses de la vie qui font que des fois, tu peux pas. Principalement la santé. Tu vois, t'as un problème de santé, t'as un rêve. Ton rêve, tu l'oublies, tu vois. Je pense à ça parce que ma maman, par exemple, a une polyarthrite depuis qu'elle a 14 ans. Il y a plein de choses qu'elle aurait aimé faire et en fait, le facteur limitant à chaque fois, c'était la santé. Alors ça peut être ça, mais ça peut être d'autres choses. Le racisme, pour moi, je trouve que c'est quand t'as besoin, quand tu peux pas faire les choses tout seul, que par toi-même, que par la force de ton travail et que t'as besoin d'accompagnement, que t'as besoin de personnes qui sont
pas forcément mieux placés, mais qui vont avoir plus d'expérience, qui vont avoir le réseau, parce qu'aujourd'hui aussi c'est pareil, t'as pas de réseau, t'es personne. Et je parle pas d'Instagram, je parle du réseau, Oui, le réseau le humain. le vrai réseau. Ouais. Tu vois, tu dis, enfin, je pense par exemple, demain je te dis j'ai envie d'être président de la République. C'est un peu compliqué. T'as vu, je connais pas Sarkozy. J'exagère, tu vois, je dis des conneries un peu, mais pour moi, il y a certains quand même milieux. C'est pas que, c'est pas que au mérite, c'est pas que au travail. Ouais, ça, je suis assez d'accord avec toi. Même, je pense qu'on n'est pas du coup une société de méritocratie. Enfin, je pense qu'il y a certaines. Quand tu grandis dans certains milieux, effectivement, t'as des facilités, on va dire, vs d'autres. En revanche, ça ne veut pas dire, en tout cas pour moi, que tu ne peux pas réussir dans un domaine. Non, ça, je suis d'accord. Et du coup, toi, tu vois, qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune même, tu vois, qui n'a pas forcément grandi dans le meilleur des milieux ou qui n'a pas forcément les meilleures prédestinations, mais qui a envie, tu vois, qui se dit en fait, putain, j'ai envie de plus, tu vois, j'ai envie de plus, je sais pas forcément quoi, parce que c'est ça aussi le souci, c'est qu'on est dans une société aussi où c'est difficile parce qu'il y a trop de choix et le trop de choix fait que ça crée l'immobilisme, tu vois, genre les gens ne font plus, ils ne sont pas dans l'action, ils rêvent leur vie, mais ils passent pas à l'action. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais deux choses. Je leur dirais crois en toi. Et la deuxième, c'est n'aie pas peur de l'échec. Parce que on croit pas ça en nous. On est dans une culture, et là je parle vraiment en France, où je compare avec les États-Unis par exemple, où la culture de la confiance, ça fait pas partie des choses qu'on nous inculque. Tu vois, on doit constamment, limite, il faut l'avis de tout le monde, l'avis positif de tout le monde pour valider. Et je trouve ça dommage. Et la deuxième chose, donc, n'aie pas peur de l'échec, parce que pareil, quand tu échoues, c'est un peu une honte. Ça veut dire que c'est pas pour toi. En boxe, tu vois, aujourd'hui c'est pareil. Quand on regarde les jeunes, ça venait déjà un peu à mon époque, mais ça c'est, je trouve que ça s'est largement démocratisé. Ouais, c'est un palmarès vierge de défaites. Donc en gros, vaut mieux que tu rencontres, pardon de l'expression, mais 10 tocards qui savent pas boxer et que t'aies 10 victoires, plutôt que 5 victoires, 5 défaites, mais les mecs que t'as rencontrés à chaque fois ou les femmes que t'as rencontrées, c'était des vrais combats. Tu vois, je le dis souvent, aujourd'hui, c'est plus que des combats de boxe, c'est des combats de catch. On sait déjà qui va gagner. C'est pas ça la boxe. Tu vois, la boxe, c'est se regarder dans le miroir et dire, est-ce que je vais être capable de m'affronter moi? Est-ce que je vais vaincre mes peurs? Est-ce que je vais mettre l'échec de côté? Est-ce que je vais aller au bout des choses? Et je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, on va pas assez au bout. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, il y a un problème, il y a une barrière. Ah, c'est trop dur, il est trop fort. C'est pas pour moi, je suis pas assez bon. Et c'est souvent, encore une fois, on trouve des responsables alors que c'est nous en fait. Et d'ailleurs, toi, t'en es le parfait exemple parce que si tu t'étais arrêté à la barrière de ta myopie ou même de ce que t'a dit ton père, tu ne serais pas là aujourd'hui avec moi. T'aurais pas eu tous ces palmarès, tu ne serais pas entrepreneur aujourd'hui. Et je pense que si on te l'avait dit à cet âge-là, tu vois, t'y aurais pas cru. Ah non. Tu me parles de succès, tu me parles d'échecs. Qu'est-ce que tu penses de la phrase justement de on n'apprend rien de ses succès, mais on apprend tous ses échecs? C'est, tu vois, j'ai plus appris moi de mes défaites en combat que de mes victoires. Qu'est-ce que t'as appris justement? Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre? J'ai appris que encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, à un moment donné, enfin, tu vois, tu peux perdre le premier round, c'est pas perdre le combat. Il y a des solutions, donc il faut arrêter de dramatiser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dramatise beaucoup dès qu'il y a un truc qui va pas. Alors que c'est pas fini. Enfin, tu vois, c'est fini si tu prends un KO. C'est fini si tu te pètes la cheville en plein combat. Tu peux plus te lever. Oui, c'est fini. Mais à côté de ça, et ça va avec la vie aussi. Hein. C'est pas parce que tu rates ton code que tu vas pas avoir le permis, que tu redoubles une année, que tu vas pas être brillant dans la vie.
et c'est pas parce que tu passes toutes tes classes que t'as jamais redoublé que tu vas réussir. C'est pas parce que t'es premier de ta classe toute ta vie Tellement. que tu vas réussir. Tellement, ouais. C'est vrai, il y a un moment donné où et là je pense à ma femme parce que on a souvent ces discussions. C'était une tête à l'école, elle a majoré à la Sorbonne et aujourd'hui, alors ça lui plaît hein, ce qu'elle fait. Elle bosse à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et donc c'est un métier qui est prenant, mais elle a l'impression en fait c'est constamment un don de soi. Et moi elle me voit, elle a été athlète de haut niveau en karaté et elle trouve que j'ai l'air épanoui dans ce que je fais. Je dis pas qu'elle est pas épanouie, attention, hein, parce qu'elle va écouter le podcast. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais plutôt ouais bah réussir à faire ce que toi t'as envie de faire. Tu parlais effectivement enfin, t'as eu quand même pas mal de combats, pas mal de préparation. Comment est-ce que tu t'es préparé à chaque fois pour lorsque tu sais, tu vois, que t'as un gros combat qui arrive? Comment est-ce qu'on s'y prépare physiquement, mentalement? Tu parlais de régime, tu parlais de tout ça. J'imagine aussi beaucoup de sacrifices. T'étais prêt? Ouais, c'est dur. Tu vois, là, je suis à la retraite, je m'entretiens un peu. Ouais. Et je me rends compte, je sais pas comment j'ai fait. La vérité, je me mets dans une bulle. Et faut être un peu kamikaze, tu vois. Le don de soi, il est énorme. Les douleurs, les blessures, les régimes, tu vois. J'ai commencé en super léger. Super léger, c'est 63,5. Okay. Donc à l'époque, je faisais à 18, 19 ans, je faisais 67. C'était pas trop dur à perdre. Mais j'ai toujours évolué dans la même catégorie. Donc à 18 et à 36 ans, je montais à 76 kilos et j'avais le même poids à perdre. Et en fait, je sais pas comment j'ai fait. Enfin, si je sais. C'est là-haut. Ouais, mais vois. Comment? Tu te conditionnes, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est ton état d'esprit en fait qui fait que tu vas réussir ou pas à aller au bout malgré les douleurs, malgré les blessures, parce que c'est pareil, on croit que tout est parfait, que quand t'arrives le jour J au combat, t'es au poids, t'es en forme, t'as pas de blessure, c'est tout l'inverse. C'est exactement tout l'inverse. Tu vois, exactement, ouais. C'est tout l'inverse. Tu vois, t'as tout le temps des bobos. Les régimes, bah, c'est traumatisant. Faut faire attention derrière la pesée à manger quand même assez équilibré. Je me rappelle, en 2011, donc tu vois, j'étais encore bébé dans ma carrière de boxe. J'ai dû descendre en 61 et 2 fois. Et les 2 fois, j'ai fait des crises de boulimie. Impossible de m'allonger derrière tellement j'avais mangé, je m'étais goinfré. J'ai dû me faire vomir toute la nuit pour boxer le lendemain. C'est pas des conditions qui sont optimales, tu vois. Donc, je pense, pour revenir à la question, la réussite, c'est accepter. Et tu vois, j'étais dans un tunnel, tu vois, et la lumière du jour, je la verrai quand je gagnerai le combat. Et tu montes sur le ring, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu montes sur le ring? Le switch. Dans le sens où parce que tu vois, j'ai jamais été, on me l'a reproché, j'étais pas forcément d'accord, mes entraîneurs, trop gentil. Soi-disant, je suis trop gentil. Je suis pas trop gentil. Ça veut dire quoi, trop gentil? Ça veut dire que, tu vois, c'est un sport qui est individuel, mais finalement, tu marches en équipe. Parce que si t'as pas de sparring partner adapté, si t'as pas quelqu'un qui te pousse à aller un peu plus loin, tu fais rien. Donc moi, mes sparring à l'entraînement, j'ai jamais cherché à les allumer. Tu vois, j'y vais franco, mais si je te blesse, je vais pas continuer à te blesser en fait. Je vais ralentir. Et en combat, par contre, pour moi, c'est pas pareil. Tu vois, en combat, je vais pas dire, je suis prêt à tuer quelqu'un. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Et c'est pas ça que je pensais. Mais la gagne. Tu vois. Après, j'étais bon perdant. Je perds parce que je mérite. Y a pas de problème. Mais en règle générale, j'ai toujours tout donné. Comment est-ce qu'on accepte ou en tout cas on vit la défaite? Mais au-delà de la défaite, j'ai envie de te dire. J'imagine que dans une carrière, t'as un moment où t'as des doutes, où tu te dis, est-ce que je vais le gagner? Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est jamais arrivé, tu vois? Est-ce qu'il y a un moment, je sais plus même si c'est un terme, où c'est t'as le sportif qui, les gymnastes, tu vois, qui perdent l'équilibre et qui ont du mal et donc tu dois, en fait, t'as un truc dans ton cerveau qui switch et d'un coup tu te mets à douter. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé ou vraiment jamais t'as toujours réussi à être 100% malgré, tes crises de boulimie, les blessures, les trucs, les machins, à te dire, je vais vers mon objectif et cet objectif, c'est la gagne. Non, ouais, alors
tu peux avoir des moments de doute, mais c'est plus sur le côté stratégique. Tu sais pas vraiment si tu vas gagner jusqu'à la fin, sauf si tu gagnes par KO. Donc non, j'ai envie de te dire, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé. Après, il faut savoir que la boxe c'est quand même un sport particulier, donc ma seule pareille limite, c'était croire en la justice. Donc c'est un sport où il y a beaucoup de vols parce que c'est jugé par des bonhommes et que les bonhommes soit ne voient pas le même combat que toi, soit trichent parce qu'ils sont complices entre guillemets avec l'organisateur. Donc quand t'es appelé pour boxer en Turquie, bah t'es pas turc, donc le turc forcément on va plutôt le mettre en avant pour essayer de le faire gagner. Donc ça a été plutôt le truc qui tu vois, me dit putain, j'en fais peut-être pas assez, j'arrive pas à trouver la solution, ils vont me mettre une carotte. Ça a été ma seule limite. Sinon je suis toujours resté c'est pas la gagne, mais je vais dire focus. Le combat n'est pas terminé. En fait, et c'est, tu vois, il y a le plus gros échec de ma boxe, dans la boxe que j'ai eu, c'est en 2014. Juste avant mon titre de champion de France, je suis appelé 10 jours avant pour boxer à Amsterdam. Et des magouilles de la boxe, le mec se pèse pas avec moi, il a l'air plus costaud, plus lourd, je parle. Costaud, c'est pas grave, mais plus lourd en termes de poids, donc c'est pas équitable. Je gagne le combat au point, et au dernier round, je prends un KO. Donc, dans la tête, waouh, tu vois, et tu crois que ça arrive qu'aux autres. Et en fait, bah, ça t'arrive à toi. Et là, il y a deux profils. Il y a les personnes qui vont jamais se relever. Parce que ils se disent bah finalement je suis comme tout le monde, et je pense que c'est pareil, tu vas rechercher pour l'autre profil tes ressources. Et moi bah 2 mois après je disputais un championnat de France, j'étais pas le favori, et en fait je m'en suis tellement voulu parce que à mon combat bah je suis sorti de mon combat, j'étais plus focus. Et c'est la plus grosse erreur que j'ai fait, et ça m'est plus jamais arrivé. Ça veut dire que reste concentré. C'est pas parce qu'il te provoque qu'il faut que tu rentres dans le jeu. C'est l'expression, il a joué au con, bah j'ai été plus con que lui et j'ai perdu. Tu vois. Et je pense que c'est là pareil où dans ma tête, tu vois, quand je suis champion de France derrière 2 mois après, où je me dis waouh, on n'est pas tous comme ça, tu vois. On est plutôt bah à se dire ouais, j'ai pris un KO. J'ai peut-être arrêté. Il y en a à qui ça arrive. Moi, ça m'est arrivé d'arrêter des carrières carrément, tu vois, où les mecs se pensaient intouchables, perdent salement, et derrière, ben, ils reviennent pas en fait. Toi, à ce moment-là, tu te dis quoi? Genre, je reviens parce que c'est dans ma nature, c'est moi face à moi, et tu sais peut-être aussi pourquoi tu l'as pris ce KO, parce que t'es sorti du combat à un moment, et donc enfin, encore une fois, tu vois, c'est toi qui te confronte à toi, vs toi qui te trouve une excuse et tu dis ah bah ok, j'ai eu mon KO, donc en fait j'arrête. Non, c'est moi qui me confronte à moi. Ouais, je suis quelqu'un, j'aime la confrontation. Enfin, non, je vais pas dire j'aime. Ça ne t'arrête pas. J'ai pas peur de ça. Et c'est pas ça qui. Et c'est pas ça qui, c'est pour moi. Bah non, justement, enfin, et tu vois, aujourd'hui, même si je referais un gros combat et que je perds par KO, bah il a été plus fort que moi. C'est pas une excuse, c'est la réalité, tu vois. Il faut accepter. Et ça, les gens n'acceptent pas forcément parce que il y a beaucoup d'ego. Ils ont des problèmes entre eux et eux-mêmes. Et quand je dis ça, il y a pas de méchanceté, hein. C'est un constat par rapport à mon expérience. Et tout de suite aussi, il y a ce doute qui s'installe parce que on est boxeur, parce qu'on est athlète. Il y a quand même aussi de l'ego dans ce sport-là. On se sent bah, plus fort que tout le monde. Et il y a un moment donné, quand on se retrouve bah, à terre, on a l'impression d'être comme tout le monde, tu vois. Et en fait, on est comme tout le monde. Tout le monde a une base, en fait. Tu vois. Et il y a ceux après qui se relèvent et ceux qui... Ah non. Ouais, et ça, c'est comme dans la vie. C'est-à-dire que t'as de l'injustice, tu vois, tu parlais d'injustice, il y a des choses dans la vie que tu peux pas contrôler, typiquement ton environnement. En revanche, la seule chose que tu peux contrôler, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et effectivement, tu le disais, bah c'est moi en fait, je peux m'en prendre qu'à moi parce que je suis partie, j'ai perdu mon focus, je suis rentrée dans son jeu, c'est ma bêtise, et je l'ai pris cher. Et dans la vraie vie, tu peux le prendre très très cher si tu passes ton temps à effectivement trouver des excuses et tout, mais rester focus, rester sur son objectif, c'est ce qui te permet
d'augmenter tes chances de l'atteindre, tu vois, genre et effectivement de pas abandonner même quand tu te prends un coup et que tu dis OK là waouh, c'est chaud, je sais pas si je pourrais me relever. Donc franchement ouais, c'est une super enfin c'est quand même assez costaud de ta part. Ouais, mais tu vois, après, pareil, ça me fait penser aux expériences de vie, tu vois. C'est pareil, tu vois, j'ai pas mal voyagé, j'ai rencontré Mmh. ma femme au Brésil, Mmh. qui bossait là-bas, qui nous a fait découvrir, c'était à l'époque de la Coupe du Monde de foot, et il y avait certaines favelas qui étaient pas pacifiées, et on a eu la chance de pouvoir, qu'elle nous montre, avec mes potes à l'époque, à quoi ça ressemblait. Et en fait, ça nous a tous, on était quatre, hein, ça nous a ça nous a pas dévasté, mais tu vois, on rentrait, on avait 1 heure de bus après pour rentrer, on n'a pas dit un mot, on regardait tous dehors, on avait honte un peu, parce que tu te rends compte que qu'on en parlait aussi tout à l'heure, le climat en France, la météo, le stress, les gens, etc. Ouais, c'est dur en France, Mmh. mais il y a beaucoup plus dur, Mmh. tu vois. Et les injustices, c'est pas genre j'ai pas pris 30 ans de placard pour un truc en fait qui est faux. Ouais. Là, il y a une vraie injustice. Ouais. Là, tu peux rien faire. Tu peux t'en prendre à la terre entière, Mmh. en vouloir à tout le monde. T'es coincé derrière tes barreaux. C'est pas le cas, donc c'est pas un coup de poing. Finalement, j'ai pas le droit en fait. Tu vois, je me dis, il y a tellement plus dur. Tu peux pas te plaindre. Ouais. Tu vois. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Et comme on dit, quand t'as envie de te plaindre, regarde derrière toi, et quand t'as envie de te vanter, regarde devant toi. Ouais. Et reste humble. Et effectivement, tu en parlais tout à l'heure, même l'ego au même titre que se plaindre, que ce soit dans le business ou dans ce que tu veux faire, il est pas toujours bon faut savoir le mettre au bon endroit et au bon Ouais, moment. c'est ça. Souvent, finalement, on se trempe. Le curseur, on le met pas au bon endroit. Et parce qu'on s'arrête à son petit monde, tu vois. Alors que la Terre elle est grande, tu vois. Il y a plein de Ouais. trucs. Ouais. Et comme t'as dit, hein, ce que je dis pour la boxe sur l'exemple de l'injustice, au travail ça arrive. Pourquoi? Alors, tu vois, par exemple, homme-femme. Pourquoi les femmes gagnent moins? C'est injuste. Ça veut pas dire qu'il faut s'apitoyer sur son sort, tu vois. Et il faut se battre. Et petit à petit, si on regarde, même si ça prend du temps, il y a un demi-siècle, la position des femmes par rapport aux hommes, elle a quand même évolué. Alors je suis d'accord, elle évolue lentement, mais elle a quand même évolué. Et je pense qu'il vaut mieux regarder un peu l'histoire justement, ce qui s'est passé pour ce sujet-là par exemple, et se dire ouais, mais on avance petit à petit. Alors je me mets à la place d'une femme, tu vois, Bien petit sûr, à petit, on tu vois. avance, mais c'est surtout qu'on avance grâce aux femmes qui s'en sont donné les moyens, tu vois. Ouais, et qui y croient. Voilà. Pas, excuse-moi, aux femmes qui se sont plaints sur leur canapé et qui n'ont rien fait et qui, tu vois, qui se trouvent des excuses toute la journée. Non, mais c'est vrai. Tu finis ta carrière. Comment on sait qu'on finit une carrière? Je me suis fait charrier parce que j'ai arrêté en 2018, j'ai arrêté en 2020, et j'ai été rappelé parce que pendant le Covid, en fait, j'étais encore bien classé dans les classements européens. Et on me propose un championnat d'Europe. Faut savoir que le championnat d'Europe, je l'attendais depuis 2015. Donc pour comparer un petit peu, alors je sais pas si tu suis le foot, mais le championnat d'Europe c'est Champions League, tu vois. Le championnat de l'Union européenne c'est l'UEFA, donc c'est moins important. Et moi on m'en a parlé à partir de 2015 parce que ça faisait 3 fois que j'étais champion de France et j'ai ramé, j'ai attendu, j'ai galéré, j'ai arrêté. Et puis on me rappelle. Et puis à ce moment-là, fait ce championnat d'Europe que je gagne, mais alors c'était au Danemark. Je subis un vol incroyable. J'avais vu des choses, j'avais subi des choses, mais là c'était le mec, je lui déboîte l'épaule, il va dans son coin, il se fait masser pendant plus d'1 minute. Il reprend le combat quand il veut, et ça 3-4 fois. Et en fait, je subis le truc, tu vois, là je le subis, je peux rien faire. Ou alors je pète un plomb, mais du coup je peux être irradié de la fédération de boxe, c'était pas le but. Et un de mes entraîneurs me dit t'inquiète pas, on va faire une réclamation, ça va pas se passer comme ça. Et je dis vas-y, on dit toujours ça, et finalement ils laissent couler, tu vois, ils font rien. Et la réclamation a été acceptée.
Et Wow. donc, j'ai refait un championnat d'Europe. Alors, il y a eu des galères, pareil. Il y a eu 3 reports de combat. Et le 3e, c'est parce que mon adversaire, donc qui n'a jamais gagné, finalement, une semaine avant, me plante en disant c'est pas possible. J'étais revenu, moi, dans le milieu de la boxe parce que je trouvais que le gars était prenable. Il était largement à ma portée. Il faut qu'on trouve un remplacement assez vite. Alors le combat, on l'a financé en partie avec la Gloves Academy. On a trouvé des sponsors, on a tout monté tout seul, donc c'était pas évident parce que on avait 1 an d'expérience. Moi, j'étais préparateur physique. Valentino, mon associé, venait de papa. Enfin, il y avait plein de trucs à gérer en même temps. C'était Bien sûr, de toute façon, c'est jamais drôle. C'est c'est soit le tu quotidien. Ah ouais, soit tu fais tout en même temps, soit tu vois. c'était costaud, ouais. Ok. Et là, on me propose un mec qui a 11 ans de moins que moi. 80% de ses combats, il les gagne par KO. Il a boxé tous les mois, tous les mois de l'année. Waouh. Et en fait, pardon l'expression, mais je me chie dessus. Bah Je me dis, waouh, je suis jamais revenu pour ça, en fait, les Ouais. gars. J'organise chez moi, je Ouais. prends pas d'argent. Ouais. Et en plus, je veux faire venir mes enfants. Donc, les pétoches. Ouais. Ah, franchement, j'étais pas Ouais. bien. Mon entraîneur, pareil, des galères. Il était parti en voyage, du coup, pendant 1 mois. Je me suis retrouvé tout seul à m'entraîner avec Valentino et beaucoup tout seul aussi. Et pas simple. Pas simple du tout. Je me rappelle parce que ah ouais, franchement, je doutais. On avait trouvé trop. On avait réuni les fonds pour pouvoir faire le combat. J'avais mes sponsors et je pouvais pas lâcher. Donc je devais assumer. Et c'est pareil, mais quand je te dis que j'avais peur, et en fait, c'est même pas peur du combat, c'est que j'avais peur pour moi là. Tu vois, et c'est encore autre chose. Tu vois, quand maintenant, bah pareil, j'étais papa. J'allais dire, c'est pas pareil quand Tu vois, bah ouais, t'as peur pour toi. Tu veux autant quand j'avais 20 ans. il y a toi et toi, quoi. Bah c'est ça, t'es Ouais. tout seul. Tu vois, t'es un parasite, t'es un peu, tu vois. Alors que là, t'as des responsabilités et même t'as envie de vivre en fait. T'as envie de profiter de chaque instant. Et alors c'est marrant parce que tu vois, pareil en prépa mentale, j'étais pas bien. Et je lui dis à mon entraîneur il rentre la veille de la pesée. Et je lui dis, Youssef, tu me connais, tu sais que je vais aller à la bagarre, mais franchement, j'ai peur. Je lui dis, on n'était pas parti sur ça. Là, les mecs, ils m'ont C'était une des mis. premières fois où t'avais aussi peur. Ah, c'est la seule fois où j'ai eu C'était la autant seule peur. fois. Ouais, c'est vraiment. Tu vas me dire, ouais, il va y avoir des milliers de personnes et en gros, je dois briller Et je vais m'en prendre et plein je la vais m'en gueule. prendre plein la tête et je vais tomber par KO. Imagine mes enfants, dans quel état ils vont être. J'ai pas envie que ça soit un traumatisme, tu vois. Je veux qu'ils soient. C'est même pas une question de fierté, mais je veux justement leur inculquer. Tu veux un truc, va au bout. Et alors lui, il me dit, ouais, t'inquiète pas, c'est un combat de plus. Moi, je te connais. Quand ça va y aller, tu vas y aller et tout. Je dis, ouais, mais quand même, t'as vu, tape fort et tout. Il peut m'éteindre sur un coup. Et donc j'avais pris, pareil, la logistique familiale, on va dire, avec mes enfants. Donc ils avaient à l'époque 5 et 4 ans. 5 ans et demi et 4 ans. Je peux plus rester une semaine avant à la maison, je peux plus rester à la maison. C'est trop le bordel, les nuits c'est compliqué, le régime c'est trop compliqué, ils mangent plus que moi, ils finissent pas leurs assiettes, donc très très dur. Mentalement c'est très dur. Donc je prends un hôtel pas très loin à Gennevilliers, comme ça je peux passer à la maison, aller les récupérer, passer un peu de temps avec eux. Et c'est mon entraîneur qui vient me récupérer en scooter à Gennevilliers pour aller dans le 14e. Donc il y a 15 kilomètres à peu près. C'est un peu long l'histoire, mais elle est importante pour comprendre la suite. Et c'est la première fois que je monte derrière je suis motard, et c'est la première fois que je monte derrière mon entraîneur. Et il conduit comme un fou. Donc c'est le jour du combat, et il conduit comme un fou furieux. Il me fait peur. Je ferme les yeux. Je me dis, mais je vais mourir avant, c'est pas possible, c'est un fou. Il passe entre les voitures et tout, à une vitesse, voilà, bref. Je descends, j'arrive au gymnase, et je lui dis, ouais, Youssef. Je lui dis, je me chie dessus pendant 2 semaines à cause de ce combat. Mais là, t'as fait ma meilleure prépa mentale. Je peux pas avoir peur, je contrôlais rien. Je peux pas avoir peur d'un type qui a 2 bras, une tête et 2 jambes comme moi. Et c'est pas moi qui le dis, mais apparemment, on a fait le championnat d'Europe de la décennie. On a fait un combat de fou. Je le touche, il fait l'ascenseur. Donc quand on dit il fait l'ascenseur, c'est qu'il y a les jambes qui le lâchent. Après, il me touche, c'est moi qui fais l'ascenseur. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et je rentre dans mon coin, on est au 6e round et je sais plus à quel round on est. Donc c'est pareil, c'est un truc. Normalement, je suis assez lucide. Et là, je vois un peu, j'ai plus de notion.
Et ils me disent, écoute, on est au 6e round, donc il reste 6 rounds encore. Et dans ma prépa mentale, donc il y a le cutting. Le cutting, c'est la perte de poids. J'avais 5 kilos à perdre en 3-4 heures. Et en fait, je suis avec un de mes élèves qui m'a aidé à financer le combat, Valentino, sous mes serviettes. Donc le cutting, c'est en fait un protocole où on mixe bain chaud et momification. Momification, c'est après le bain chaud, en fait, on t'enroule de serviettes, de couverture pour continuer à transpirer. Et mon élève me dit alors, comment tu vois le combat? Je lui dis, je pense que les 6 premiers rounds, ça va être un peu chaud. Et après, les 6 prochains, je vais l'emmener dans un monde, dans les eaux... Comment j'ai dit j'ai une expression... les eaux troubles. Ouais. Voilà, il va pas comprendre. Il est jeune, il a pas mon âge. Je vais lui montrer que je suis un daron. Et en fait, alors je sais pas, je l'ai dit la veille. Et le jour J, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai fait 6 rounds où le mec, je lui ai marché dessus. Et je sais pas comment j'ai fait. Et pour donner, pareil, une image forte, c'est qu'à chaque minute de repos, je ne peux pas me relever tout seul. Donc à chaque fois, c'est mes entraîneurs qui me relèvent. Et en fait, je réfléchis plus. Donc tu vois, et comme quoi, déjà, j'étais conditionné à, pendant le cutting, pendant le trajet sur la route pour aller à mon combat. Et après, pendant le combat, en fait, c'était automatique. J'étais en mode pilote automatique et je me rappelle de rien, tu vois. Au-delà de ça, qu'est-ce qui te fait rester? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui fait que tu lâches pas? Qu'est-ce qui fait que malgré la peur, malgré même quand tu retournes sur toute ta carrière, il y a quoi à l'intérieur? Il y a plein de trucs. Tu vois, la première des choses, c'est, comme je te l'ai dit, quand j'ai arrêté, que je suis revenu, c'était me faire plaisir. Tu vois, je pouvais pas regretter. Je pense que on en parlait tout à l'heure, mais la chose la plus grave aujourd'hui, enfin grave entre guillemets, dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est les regrets. Tu vois, et je pouvais pas regretter. La deuxième chose, c'est que je savais que pour notre bébé, la Gloves Academy, à Valentino et moi, il y avait tous nos élèves. Je devais être pas un miroir, mais une vitrine. Tu vois, je peux pas, je dois montrer. Tu peux pas transmettre des choses que toi tu n'incarnes pas. Exactement. Il y a ça. Et la dernière des choses, c'est ma famille en fait. Tu vois, mes enfants, tu vois, c'est pareil. Je monte juste avant de monter sur le ring. J'ai une belle photo où je vois mon fils et je le check et je lui fais un clin d'œil en mode, tu vas voir que au-delà du combat, parce que c'est pareil, hein, on peut dire c'est un sport viril, enfin les trucs un peu clichés, mais j'aime pas trop ça. C'est plus le dépassement de soi, tu vois. Ça aurait pu être n'importe quelle épreuve ce jour-là, j'aurais répondu présent, tu vois. Et c'était, j'y vais au bout, je meurs, tu vois, dans ma tête. Est-ce que c'est des choses que tu veux transmettre aujourd'hui à tes élèves de la Gloves Academy / tes propres enfants? Oui, parce que tu vois, dans notre concept, comme je te disais à la Gloves Academy, c'est en fait on a vraiment voulu apporter, comme la boxe est vachement à la mode, on en voit un peu partout et justement il y a des salles moi qui me dépassent parce que ça n'a rien à voir avec les valeurs de la boxe et c'est plus instagrammable, tu vois. Plutôt dire c'est dur, tu prends des coups dans la vie qui sont plus durs d'ailleurs que sur le ring et tu te relèves ou tu te tires une balle en fait, tu vois, ou t'es prisonnier et à 80 balais tu crèves et tu dis putain je regrette, j'ai pas été au bout de ce que j'avais envie de faire. Donc c'est quelque chose que on essaie d'apporter à nos élèves, tu vois. On a des mots, alors je les ai plus en tête, je peux regarder peut-être sur le ring. Ouais, vas-y, Tu vois, on est en train de customiser le ring et c'est résilience, détermination, discipline et dignité. Ok. Et c'est des choses pour nous qui représentent la boxe, mais au-delà de ça, par-dessus ça, qui représentent la vie en fait. C'est pas parce que t'as mal qu'il faut te plaindre en fait. Tu peux te plaindre. Mais si tu passes ton temps à te plaindre, en fait, tu fais que t'écouter, t'avances pas dans ce que t'as envie de faire, donc ça ne sert à rien. Discipliné parce que si t'as pas de discipline, tu vois, les gens parlent souvent de je suis motivé. Mais il y a un moment donné, en fait, c'est le discipline qui prend le relais. Ouais.
parce que tu te perds dans ton objectif. Quand tu as 10 choses à faire pour pouvoir aller là où tu veux aller, c'est pas la motivation qui te tient, surtout sur la durée, c'est la discipline. La résilience, parce que tu peux perdre un round et gagner le combat, tu peux perdre une bataille, mais pas la guerre. mais pas la guerre. Et ça, c'est comme dans la vie, ouais. Bah, tu vois, c'est comme dans la vie. Détermination, parce que bah c'est pareil en fait dans ton quotidien. T'as plein de trucs quand t'as des projets. Ah mais non, ah mais oui, ah non, tu devrais pas. Et en fait, écoute pas, va tout droit. T'as vu qu'il y a, ouais, il y a qu'une, faut aller tout droit. Et dès que tu défocus, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut te coûter très très cher. Et toi, ça t'a pris, tu l'as payé très très cher. Ouais, enfin très cher dans le monde du sport. Ouais, bien sûr, dans le monde du sport. Mais ouais, exactement. Et puis surtout, je pense que même au-delà de ça, tu vois, quand t'es déterminé mais que t'écoutes trop les autres, bah c'est là que vient le doute. Et en fait, t'as pas le droit de douter. Si tu veux aller d'un point A à un point B, t'as pas le droit de douter. C'est trop dur. Tu t'es lancé du coup dans l'entrepreneuriat. Ouais. Alors que j'imagine que tu l'imaginais pas. Enfin, en tout cas, ça s'est fait. Comment ça s'est fait et comment justement on passe de boxeur pro à l'entrepreneuriat. Déjà ça, et après j'ai une autre, parce que sinon j'enchaîne. T'enchaînes. Ouais, je suis en mode démente. Alors, tu vois, l'idée de salle, ça a commencé à venir en 2015, donc ça fait 10 ans. On m'a proposé en 2012 de reprendre une salle. Parce que la personne qui gérait, en gros j'étais en gérance, et la personne allait vivre à l'étranger, et je lui donnais plus d'un loyer tous les mois. Et à l'époque j'étais trop jeune et j'étais trop dans la boxe, tu vois, il y avait que ça moi qui me faisait exister, tu vois, j'ai que envie de faire de la boxe. Mais dans ma tête je me suis dit tiens, si on me propose, c'est que c'était cool, parce qu'en fait moi ça me donnait confiance, tu vois, j'avais quelqu'un en face de moi qui était pas mon ami, qui avait pas grandi avec moi, qui était mon père peut-être pas, mais un grand frère on va dire, qui m'a donné la possibilité de me dire ah, s'il me propose, c'est que j'en suis capable, tu vois. Donc pareil, hein, mon esprit tu vois évolue. Et puis en 2015 je commence à y penser, parce que je suis coach à l'usine, je suis coach dans différentes salles, à différents endroits, et je me rends compte, pareil, je suis quelqu'un de très qui anticipe énormément les choses. Et je me dis, je vais pas faire ça pendant 30 ans, tu vois, prendre ma bécane, faire 1000 kilomètres dans Paris par mois et aller à droite, à gauche et faire le psy, boire un café, parler, entraîner. Je me voyais pas, tu vois. Je voulais un lieu qui soit à mon image un petit peu. Alors c'est pas une question d'ego là, c'est plus je sais que j'apporte du bien, tu vois, que je fais du bien aux gens. Et ça, moi, c'est quelque chose, aujourd'hui, je m'en rends compte, j'en ai besoin aussi, tu vois. C'est pas juste je suis entraîneur de boxe. C'est j'apporte quelque chose, peu importe. Ouais, je transmets quelque chose, un état d'esprit, tu vois, une mentale. Il y a ça. Ensuite, en 2015, donc j'ai commencé à chercher. Malheureusement, j'étais auto-entrepreneur, c'était très compliqué parce que j'avais pas de bilan, parce que j'étais le fils de mes parents, mais de personnes qui pouvaient vraiment m'aider sur le plan financier. Et que tu te rends compte aujourd'hui, pour pouvoir avoir un bail commercial, il te faut beaucoup d'argent. Parce qu'il y a une garantie bancaire, il te demande 6 mois de loyer bloqué sur un compte, enfin les galères administratives en France. Compliqué. Donc je désespère pas, parce que moi de toute façon en continu, je boxe, j'entraîne des gars, je gagne ma vie, je fais ce que j'aime. Et je me dis, on continue, tu vois, on verra. Et c'est marrant parce que tu vois, pareil, en discutant avec toi, là, je me rends compte que j'ai pas lâché le truc. C'était plus ou moins présent dans ma vie en fonction des périodes, mais je l'ai pas lâché. Et en 2019, 2020, je rencontre Valentino, que je suivais sur les réseaux, et je lui disais dommage, on s'échangeait des mots, dommage que on se soit pas rencontrés plus tôt, parce que je trouve que ton taf, il est préparateur physique lui à la base. Il est ouf, il est smart. C'est plus, tu sais, justement sur la boxe, ça a trop été, c'est dur. Et en fait, les mecs ils t'entraînent que dans le dur, sans réfléchir à ce qu'ils font, tu vois. Et tu vois les mecs cliché, après, quoi, genre, c'est trop cliché, tu vois, genre Rocky qui monte des escaliers. Ah oui, bon, c'est pas ça la boxe.
Et je lui en parle. En 2021, je lui en parle. Il est très bavard, donc c'est lui en fait qui me parle de son projet. Je lui dis écoute, ça te dirait pas qu'on fasse un truc à deux, on serait complémentaires. Je pense que seule la boxe ça va pas suffire. Il faut un truc justement pour. Moi, je suis très axé sur la technique, comme j'ai été combattant, et lui très porté sur le côté fitness box. Et je dis pas ça pour dénigrer, loin de là, mais du coup c'est ce qui plaît quand même plus aux femmes et c'est important. C'est vrai. Et au début, il me dit non. Il me dit non, moi je vais faire mon truc tout seul, vers chez moi. Il habite dans le 77, donc vers chez lui. Ok, très bien. Je continue. J'ai eu 2-3 refus de locaux à ce moment-là. Et c'est lui qui revient vers moi et me dit écoute, j'ai parlé avec, on va dire c'est notre mentor, c'est un mec qui a formé en partie Valentino. Il s'appelle Rémi, que je salue, et qui a été mon préparateur physique. Et il est allé le voir, il lui a dit écoute, si tu veux monter un truc, fais un truc avec Franck. Il est smart, il est combattant, il est légitime, fais un truc avec lui, il est carré. Et du coup, il revient à la charge et il me dit ouais, j'aimerais bien. Ok. Donc on continue à chercher du coup des locaux. Il en a pas visité un seul lui. Hein. Je tombe sur ce local. Et donc ça c'était en juillet 2021. Et je dis, waouh, ici, il y a quelque chose à faire, tu vois. C'est pas très grand, c'est exactement ce qu'on veut, c'est parfait. On voulait pas un truc, on se rend compte, pareil, dans le modèle économique du sport, je m'écarte un petit peu rapidement, mais les modèles comme l'usine, c'est très compliqué à mettre en place. C'est plus forcément quelque chose qui marche. Et puis vous vouliez vraiment quelque chose de familial, de convivial, l'ambiance vraiment de ça, un truc à notre image, exactement. Et puis aussi le facteur limitant, c'est l'argent. Ouais, bien sûr. On n'a rien dans les poches, tu vois. Moi, j'avais un peu de sous de mes combats. Et du coup, je le présente à Valentino, le local, et il me dit, ah ouais, il y a un truc à faire et tout. Et puis, du coup, c'est parti. On a fait ce qu'il fallait. C'était marrant aussi. Je l'ai un peu endurci parce que, on avait un crédit, qui était limité. On était limité en termes de temps. Et moi, j'avais mon championnat d'Europe où je me suis fait voler. Normalement en janvier 2022 et on ouvrait en janvier 2022. Super. Donc autant te dire. Et tu vois, donc dans le crédit, on avait le crédit pour les travaux et le matériel. Sauf que en fait, on demandait trop de choses. Et je lui dis tu sais quoi, viens, on enlève la peinture. C'est nous, on fait la peinture. Et il me dit il a pas froid aux yeux, ouais, vas-y et tout. Je lui dis gros, ça va être du boulot, hein, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a 6 mètres de hauteur. Tu crois la peinture c'est comme ça? Ouais, non. Quand tu connais pas. Et en fait, c'était ouf parce que du coup, on pouvait pas encore s'entraîner ici. Il y avait le chantier parce qu'ils ont aménagé les vestiaires, donc c'était le bordel. Il y avait de la poussière partout, il y avait de la peinture. On s'entraînait, je sais pas si tu connais la salle de sport qui a fermé à Madeleine. C'était un grand espace de 2000 mètres carrés, c'était énorme, magnifique. Moi, je bossais là-bas. Et du coup, j'avais accès là-bas. Donc, on se retrouvait ici. On faisait la peinture. On faisait un peu de prépa. On refaisait la peinture. On allait à Madeleine. On faisait la prépa. On revenait ici. En fait, on avait une vie. Pareil, encore une fois. Les gens nous disent, waouh, c'est bien. Mais quand on en a bavé, on était que tous les deux. Et je peux te dire que ça nous a, déjà, ça nous a grave rapprochés. Que lui, ça a changé aussi sa manière de penser et je pense lui avoir apporté justement ce truc de discipline et de détermination et écoute, oui, c'est bien beau de rêver, mais on n'a pas cette somme d'argent, du coup, on va devoir les faire. C'est les manches et y aller, quoi. Et y aller. Et ça, les gens, c'est vrai qu'on voit toujours le travail fini, tu vois, genre. Oh waouh, incroyable ce que vous avez fait, sachant que là, vous en avez ouvert une deuxième à Boulogne, donc c'est quand même extraordinaire. Et tu vas voir ça, mais tu vas pas voir tout le travail qu'il y a derrière, tous les sacrifices, sachant qu'en plus, toi, t'étais en parallèle à ce moment-là. C'est ça, à faire les deux. J'étais dans un état, franchement, il y avait le Covid, j'ai chopé le Covid, le combat a été annulé, on a fait tout ça pour rien. Enfin, franchement, entre les rires et les pleurs, mais je te raconte pas, la vie, tu vois,
Et puis les doutes aussi quand même, parce que Bien tu sûr. doutes, tu vois, Tu sais tu pas dis, si ça va est-ce marcher. que, bah ouais, Et est-ce que tu mets j'aurais tes dû, enfin, t'es quand même sous crédit, t'as aucune c'est ça. garantie que ça va fonctionner. Ah non, c'est ça. Et tu vois, dans les galères, je m'étais fait voler ma bécane. Il me restait 2000 € sur mon compte. Je me suis racheté une moto à 2000 balles, le strict minimum Mmh. pour pouvoir assurer mes trajets, mais j'avais plus rien. Pour qu'à la fin, on te dise, oh, la chance. Ouais. Ah, c'est bien, bravo. Bravo, la chance que Bravo. vous avez. Mais en même temps, vous étiez légitime, c'est normal, Voilà. alors que ils se rendent pas compte. Et puis c'est, tu vois, l'autre partie aussi, c'est que donc moi j'ai fait une licence TAPS. Valentino, il a un BPGEPS. Mais on n'a pas fait d'école de commerce, on n'a pas fait, enfin tout ça, enfin tu vois, moi je T'as ferais le pas mon banquier courrier. qui arrive et qui dit, c'est quoi, vous avez votre business Bah plan, ouais, c'est tu quoi vois, le business enfin il y a plan? plein de choses qu'on découvre, Bien sûr. et c'est cool parce que ça a été vachement enrichissant. Maintenant on est à l'aise plus ou moins dans tous les domaines, tu vois, que ça soit la communication, le marketing. Alors on a beaucoup de choses encore à apprendre. C'est quoi? C'est vraiment apprendre en marchant ou avec le recul tu dis mais en fait on était complètement naïf et on y est allé et Non, au final apprendre en tant mieux. marchant. Apprendre en marchant, parce que je savais que l'administration française, ça allait être compliqué. Ouais, tu savais dans Moi, quoi tu pareil, t'embarquais. visionnaire, tu vois, il y avait des choses que je voyais, que je savais, que j'anticipais. Vas-y, ça c'est pas grave, on verra plus tard. Et bah petit à petit, tu vois, on a chacun maintenant, on se retrouve bien, on a nos tâches, tu vois. Valentino est vachement porté sur le marketing, sur le développement de la marque. Moi, c'est plus les finances, le développement, pas de la marque, mais du business. Et puis, on fait des points assez souvent et on n'est pas forcément d'accord. Mais c'est pareil. Enfin, je vais pas dire que c'est peinard maintenant, mais disons qu'on connaît notre business. Enfin, un peu. On sait ce qu'on doit faire. Ouais, on sort un peu la tête de l'eau. Ça fait combien de temps que on a ouvert ici en janvier 2022 et à Boulogne en août 2024. Ok, 2022. Et tu dirais, c'est à partir de quand vous avez commencé un peu à sortir la tête de l'eau? Alors c'est bizarre parce qu'en fait c'est pareil, tu vois, ça c'est on plonge, on plonge. Donc je vais dire en décembre 2024 à prendre de la distance, plus pour moi parce que Valentino a eu un deuxième enfant en novembre, du coup il est sous l'eau encore. Mais moi plus parce que alors c'est pareil dans nos mentalités, je suis visionnaire, mais lui c'est un génie, il a constamment plein d'idées et c'est moi qui dois le calmer. Et en fait, pareil, il est jamais dans l'instant présent parce que soit il est dans les couches, soit il est dans le projet, il a des idées, il est un peu illuminé, tu vois. On se charrie sur ça et souvent, on fait un point et je lui dis il faut qu'on fête ces moments-là plus souvent. Alors c'est pas fêter, faire la fête, mais c'est au moins, tu vois, qu'on se tape dans le dos, qu'on apprécie, qu'on se dise, waouh. Gros, t'as vu? Boulot, quoi. Franchement, c'est cool, ça marche, ça plaît, on fait des rencontres et puis du coup une première salle qui réussit, ça amène des gens qui voient notre business et qui se disent tiens, et c'est pareil, on rencontre d'autres personnes qui ont envie d'investir avec nous, mais qui ont les moyens et c'est différent, tu vois. Donc la deuxième salle, pour nous c'était du pain béni, tu vois. Il y a quelqu'un qui nous a accompagnés, qui a financé le projet qu'on doit rembourser évidemment, mais les travaux on les fait pas. Tu vois, on était vraiment dans du management, dans recruter, dans amener, et en fait c'est cool. C'est quoi le message derrière tu vois, que ce soit pour toi ou Valentino, de se dire c'était notre domaine, mais finalement c'est la seule chose que vous aviez, votre domaine, mais être bon dans un domaine ne veut pas dire être entrepreneur, ne pas avoir les fonds, ne pas avoir les compétences, ne pas avoir les connaissances. Et pourtant, vous l'avez fait et vous ouvrez une deuxième salle. C'est quoi le message derrière? Reste déterminé et puis apprends en marchant. Parce que, tu vois, encore une fois, je trouve que... alors c'est plus l'éducation nationale, tu vois, ce qu'on nous apprend. Il y a tellement de choses qu'on pourrait passer aux oubliettes et justement nous donner des armes en fait pour se dire que tu peux aller là où tu veux aller. Et je trouve que tu vois, on a du retard du retard. Il y a des choses qu'on n'a pas appris qui auraient été plus utiles. Tu vois, ne serait-ce un business plan. Tu vois, on n'est pas obligé d'apprendre ça. Comment on gère son argent, comment on fait de l'argent, comment on ouvre une entreprise. C'est ça, et t'as l'impression que, tu vois, pour revenir
à la première salle, le montant demandé au départ, bah tu te rends compte que le mec qui en plus il possède apparemment peut-être pas la moitié, mais pas mal de locaux dans la rue là. Et le mec, il vit au Canada. C'est un prestataire de service qui gère tout ça. Lui, je l'ai jamais entendu, eu au téléphone. Et t'as l'impression qu'en fait, ceux qui ont de l'argent peuvent que s'enrichir en fait. Et que toi, si tu vas pas, c'est même pas sonner à la porte. Si tu vas pas défoncer la porte, il y a personne qui va te tendre le bras. Et en plus, il faut que ça marche. Parce que si ça marche pas, il y a personne qui va te tendre le bras. Ouais. Tu vois. Complètement. Défoncer les portes. Mais vraiment défoncer les portes parce qu'il y a personne qui va te prendre la main. Il y a personne qui va te dire, oh, tiens, viens, attends, je vais t'aider. Et t'as l'impression qu'avec des mecs comme ça, t'es dans 2 jeux différents, tu vois. Genre, on joue pas au même jeu, on n'a pas les mêmes armes. Et pourtant, si t'as envie de te donner les moyens de tes ambitions, bah, vas-y, mais alors vraiment, et la déterre de défoncer des portes. C'est ça. Pas, tu vois, avoir des doutes, mais mettre les doutes de côté. Tu sais, la petite voix qui te dit, ouais. T'as vu, et des trucs tout cons, tu vois. Mon frère, c'est mon meilleur ami, hein. Mon petit frère, toujours, hein. Tu vois, quand je lui dis les risques que je prends et ce que je gagne en coachant, en n'ayant rien, il me dit, franchement, le fais pas, continue. Et tu vois, moi, je savais que c'était confortable, mais j'allais tourner en rond au bout d'un moment, tu vois, et que c'est pas ce qui me faisait vibrer. C'est des choix de vie. Et c'est des choix de vie, c'est ça. Tout simplement. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes content avec Valentino? Avec Val, ouais. Ouais, on est super content. On est super content. Alors, on aime. Alors. C'est quoi l'ambition ou en tout cas donc les valeurs que vous voulez véhiculer? Ça, pour le coup, c'est super clair. Mais en quoi c'est important pour vous justement de transmettre au plus grand nombre ces valeurs-là et qu'il y ait quelqu'un quand quelqu'un met un pied dans cette salle, qu'est-ce qu'il faut qu'il comprenne en fait? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils comprennent? C'est pas forcément qu'ils comprennent, mais c'est plutôt, je dirais plutôt, c'est comme si on avait un peu un rôle aussi éducateur, tu vois, où tu vois, on n'hésite pas pas tous, pas avec tout le monde, mais avec certains de parler aussi de nos faiblesses, de nos peurs, tu vois, parce que encore une fois, même si on l'apporte, tu vois, et c'est cool parce que il y a pas mal d'élèves qui m'ont vu en préparation, qui ont vu dans quel état je suis, tu vois, qui ont vu que des fois c'est pas moi qui vais donner le corps, parce que là le moindre personne, pardon encore de l'expression, mais qui me casse les couilles, j'ai pas à avoir la patience en fait, tu vois. Et en fait c'est se dire les gars, donc c'est pas qu'ils comprennent, mais c'est qu'ils se rendent compte que les gars, la vie leur sourit, on va dire, mais c'est pas simple. Tu vois, on en bave, on s'engueule, on se boude, on s'entraîne ensemble, on travaille ensemble, on a des idées différentes. Et c'est le côté, je pense, tu vois, aussi que les gens aiment, c'est notre humanité, tu vois, notre sensibilité à justement à parler de tout ça, à le dire. Et eux-mêmes se disent mais moi aussi, ouais, mais tu crois que je suis un surhomme en fait? Ouais, mais toi, mais quoi moi en fait? Enfin, je suis pareil que toi, j'ai peur, j'ai aussi des doutes. Bah ouais, je suis pas différent, je suis pas un ovni, je suis pas un extraterrestre, je fais comme tout le monde, hein. Et je m'accroche simplement à ce qui me tient dans la vie, à mes convictions, à mes valeurs, tu vois, pas les travestir justement pour tout réussir. J'ai volé personne, je suis resté droit, j'essaie de faire un truc carré. L'administration française, les impôts, tu vois, c'est des trucs, je commence à m'en rendre compte, tu vois. Donc il y a pas c'est plus un mélange de plein de choses, tu vois, de dire que il y a plein de choses qui sont possibles, il y a plein de choses qui vont faire peur, mais au final, que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas, l'aventure humaine, elle est incroyable. Tu vois, plutôt que rester à ta place et pas oser, réussite ou échec, parce qu'on n'est pas encore, tu vois, la deuxième, on a encore du boulot, on a tout le temps du boulot à faire. Bien sûr. Tu vois, on veut, alors, et pourtant, nos objectifs, ça va pas être, on veut pas être millionnaire, tu vois, on veut juste être bien, on veut se dire, je veux partir en vacances, je peux partir en vacances, je veux offrir ça, je veux aller dans ce bon restaurant, on veut profiter de la vie, tu vois. Et c'est pas simple. Ouais, c'est un vrai, en fait, c'est une vraie
transmission et un vrai état d'esprit finalement la Gloves qui familial et humain qui toi t'es embarqué dans ce qui est en fait la vie quoi. C'est comment tu prends les coups et comment tu les encaisses et comment tu te relèves derrière. C'est quoi l'ambition, on va dire un peu de la Gloves? Là vous en avez ouverte une deuxième, est-ce que vous voulez ouvrir une troisième ou vous voulez rester familial? Comment? Non, bah ouais, je pense que là, tu vois, on a fait un point justement pour être transparent en janvier. On était déjà sur une troisième, on était déjà. Et en fait, bah c'est pareil quand tu te rends compte que on veut pas encore une fois travestir nos valeurs. Que bah t'as une personne qui veut une deuxième, une troisième, une quatrième. Bah je vais pas dire ça monte à la tête, mais t'as envie d'aller plus loin en fait. Tu te dis ah ouais vas-y on y va, tu vois on fonce. Et moi j'avoue je fonce, tu vois, une fois que la décision elle est prise, je me pose pas de questions. Et fin janvier on fait un point avec Val et je lui dis écoute là moi je m'essouffle, j'en peux plus. Parce que bah 2 salles c'est 2 fois plus de boulot. 2 fois plus d'emmerde. Ouais. Sur le plan humain, tu vois, et c'est pareil. Donc là, tu vois, des trucs, moi, qui m'ont jamais intéressé, mais tu sais, tu peux te former en parallèle, des trucs, avant, je dirais, c'est pas pour moi, tu vois. Moi, je suis juste un athlète, je m'en fiche, tu vois. Et ben, peut-être se former un peu plus sur le management, sur comment gérer des équipes, comment, alors j'ai plus le terme anglais que Valentino a trouvé, mais tu vois, on veut accentuer le travail sur les process. Comment ça se passe à la Gloves? Quand t'es coach, quand t'arrives, comment ça se passe? Comment ça doit se passer? Automatiser les process. Automatiser, exactement. Tu vois, alors il a fait comme un petit bouquin, tu vois, enfin pas un livre, mais un template. Ouais, voilà, avec voilà. Et tu donnes ça au coach, tu montres avec lui, et tu sais un peu plus. Parce que les tu vois, codes de la Gloves. Au début de Boulogne, bah il y a plein de trucs, tu vois, les salles de sport, tu vas à l'usine, il y a tout le temps quelqu'un à l'usine, il y a tout le temps l'accueil. Ici, il y a pas de cours, la salle elle est fermée en fait. Et du coup, comme elle est fermée, bah les coachs ils ont les clés. Mais quand t'as une dizaine de fois, les coachs ils t'appellent parce qu'ils ont oublié les clés. Bah en fait, tu pètes un plomb. Tu te dis putain, j'ai ouvert une salle pour ça. Pourquoi aller ouvrir là? C'est pas possible, tu vois. Et en fait, bah on veut mettre tout ça en place pour vraiment être serein, être stable. On veut que Boulogne, ça monte un peu plus. Et puis après, on verra, tu vois. On verra si on continue dans le milieu du sport. On a d'autres projets. Je sais pas encore lesquels, tu vois, mais d'entreprendre en tout cas. C'est beau de se laisser porter aussi et de se dire, en fait, à partir du moment où aussi, parfois, on dit, ah, mais t'as pas d'objectif. Ouais, mais parfois, du coup, se dire de se laisser juste l'opportunité de potentiellement justement accueillir les opportunités et pas se fermer à toutes les opportunités parce que justement tu dis ah non moi c'est ça ou rien. Non. Là c'est de te dire voilà on est bien, on sécurise parce que nous ce qui est important c'est nos valeurs, c'est l'esprit justement qu'on veut garder et pas grossir et au final que ça devienne pas qui on est nous Val et toi tu vois. Et effectivement enfin se dire bah demain tout est possible en fait et on a fait ça et demain on peut faire autre chose. On peut exactement. Tu vois on n'a pas peur encore une fois par rapport à la boxe. De relever nos manches et de dire allez vas-y tu fais moi c'est tout ce qu'on veut pas c'est bosser derrière un bureau tu vois. Ouais voilà c'est la seule condition. C'est la seule condition alors qu'il y a un peu d'administratif c'est normal tu vois. Oui bien sûr. Mais tranquille quand même. Mais tranquille ouais c'est tout. Et alors aussi ce qu'on aimerait tu vois alors là c'est vraiment par rapport à la Gloves que ça soit une référence alors déjà en Île-de-France ou on va dire Paris et la petite couronne sur la qualité des entraînements, le côté humain de la salle, parce que c'est pareil, c'est des choses, tu vois, pour avoir fait pas mal de salles, des choses qui se perdent. Et sans cracher sur l'usine, tu vois, moi, c'est une salle où j'ai bossé presque 8 ans, et je connais personne. Tu vois, je connais 2 personnes. Et je trouve que bah, c'est trop grand. C'est une boîte à fric, c'est à consommation où tu viens, tu consommes et tu parles pas aux gens. Alors moi j'étais à Opéra et en fait je m'y retrouve pas dans ça. Tu vois, je veux un truc où les gens ils sont contents pour ce qu'ils font, mais ils sont contents d'être là aussi. Tu vois. Et sans, tu vois, je trouve qu'on revient un peu à un truc plus profond finalement. C'est pas parce que je sais pas, je veux dire. T'as des super LED avec un truc pour brancher ton téléphone dans les vestiaires que tu vas retenir. En fait, être moins matérialiste, tu vois, s'accrocher à des valeurs qui sont plus profondes et plus importantes parce que ton téléphone il a plus de batterie finalement.
Pour moi, enfin, tu vois, c'est on profite pas de l'instant présent. Tu Exactement. vois, on a 1 minute de pause, il dit le coach allez récupérer. Et en fait, on est sur le téléphone en train de regarder si on a des notifications, que ça soit perso, travail, et on profite pas en fait. On Et là, profite t'as pas. des humains autour de toi, Mm. et on le voit hein, sur les réseaux, hein, les gens qui vont au restaurant et en fait, ils prennent qu'en photo ce qu'ils mangent. Super cool. On passe tellement à côté du moment présent, Bah ouais, mais tellement. À soi, même que ce soit dans les pensées, à anticiper ce qui va arriver, alors qu'au final, tu te crées des peurs à anticiper, ça se trouve, des choses qui n'arriveront jamais, ou alors à regretter les choses que t'as pas fait la veille. Et qu'est-ce qui se passe là, maintenant, tout de suite? Juste lève la tête de ton téléphone bah et ouais. regarde ce qui se passe autour de toi. C'est là où tu peux te nourrir, c'est là où il y a des opportunités, c'est là où tu peux vraiment créer des choses, quoi. Le téléphone, il bouge pas. La notif que tu viens de recevoir, elle sera encore là dans C'est 10 ça. minutes, quoi. C'est Non, je ça, suis prioriser, tu complètement... vois, faire Ouais. les choses qui ont important. Et je trouve qu'on n'attache plus assez d'important à l'autre. Mm. Ouais, je suis Tu d'accord. vois. J'ai quelques petites questions pour la fin. Quel a été le pire conseil qu'on t'ait donné? À chaque fois qu'on m'a dit, ne fais pas ça. Tu vois, que ce soit Ouais. pour la boxe, les études, tout, ne fais pas ça. Ouais. Tu vois, alors, bah, la boxe, du coup, c'était à mon père, à l'époque. Dans mes choix aussi, tu vois, cette période qui est vachement compliquée quand t'as le bac. Donc, j'ai fait un bac à l'époque, c'était économique et social. Et donc, bah, forcément, tu dois faire des études derrière. Et moi, je suis pas scolaire. Je peux pas être assis à écouter, pardon de l'expression, mais c'est ce que je pense vraiment. Quelqu'un en face, je sais pas s'il est là par choix ou s'il est là parce qu'il a raté un concours et que du coup c'était la meilleure option et qu'en fait il a rien à me transmettre, il a juste à lire un truc, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc cette période-là où bah pareil, ah non mais stop, ça bah non, attends, c'est Mm. économique et social, fais un truc Mm. qui va t'ouvrir des portes. Mais comment t'arrives à avoir la force de pas te laisser influencer par ce que les autres, tu vois, Mon surtout à tempérament. un jeune âge? Ouais, mais mon tempérament, je Tu vais t'es pas dire toujours je dit, suis je vais sortir des cases, en fait. Les cases, ah ça non, même m'intéresse pas. pas. Ah non, même pas. Je savais pas. Je t'ai dit, moi, je me voyais comme un parasite. Pas méchant garçon, hein, mais un peu turbulent et surtout quand on fait qu'à sa tête, t'as vu. Mm. Et t'es pas d'accord, bah écoute, c'est ma vie en fait. Tu vois, des trucs tout bêtes, hein, mais j'ai rien demandé à personne en fait. Tu vois, souvent il faut un respect. Je respecte de fou mes parents, hein, c'est pas la question. Mais genre tes parents t'ont mis au monde et tout. Alors j'ai eu une belle vie, Mm. mais j'ai rien demandé à personne. T'as vu, je serais pas là. Mm. C'est vous qui avez voulu des Mm. enfants, tu Mm. vois. C'est pas pareil. Et je le dis parce que c'est ce que je dis à mes enfants. Ils m'appartiennent pas. Mm. Ils doivent pas me remercier. Ils sont pas obligés de t'aimer, hein. Non, C'est voilà. Ils enfin, doivent me c'est dur de remercier quand dire je les ça, emmène en mais ouais, vacances, tu vois. voilà. Allez, Mais un petit après le garçon, reste, bon, quand même. mais après Mais le c'est vrai. reste, tu vois. Et en fait, j'en ai toujours fait qu'à ma tête. Tu vois, si on doit résumer un peu mon parcours de vie, c'est que j'en ai toujours fait qu'à ma tête. Et ça t'a plutôt bien réussi. Et ça m'a bien réussi. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Bah, il y en a eu quand même quelques-uns, hein, quand même, tu vois, bien sûr, tu vois, Moins que les moins bons, moins mais qu'en il y fait en tu a eu. retiens, c'est fou, l'esprit, Ouais, tu vois, il il retient retient le souvent, négatif. mais tu vois, mes parents, même si, encore une fois, quand ils me disaient quelque chose de négatif, c'était pas pour être négatif, c'était juste eux, leurs croyances, et ils ont voulu faire le mieux pour moi, mais crois en toi, fais-toi confiance, laisse-toi le temps. Laisse-toi le Mm. temps. Aime-toi. Euh, aime la vie. Tu vois, c'est des conseils, ça fait un peu bateau. Mais c'est des choses euh, qui Qu'on oublie, en fait. qu'on oublie. Ouais, c'est Qu'on tellement oublie parce que bateau. ouais, et c'est Et on bateau, cherche tellement mais la recette magique de mais comment... Mais c'est simple, en c'est fait. ça, ouais. Kiff. Mm. Kiff, tu vois, aujourd'hui Prends j'en ai du un souvent. plaisir. Ouais, mais kiff, tu vois. Mm. On va bien, tu vois. Ma femme souvent, bah elle avec ce qu'elle voit dans son travail là, l'aide sociale à l'enfance. Kiff, tu vois. On va bien, Franck. On Mm. a des beaux projets. Nos enfants sont en bonne santé. Mm. On est en bonne santé. Et c'est vrai, tu vois. Et des fois, j'avoue, quand je suis en pétard, vas-y, tu vois, la santé, ouais, j'en ai rien à foutre, tu vois. Moi, je veux foncer, je veux ça. Ah, ça va passer vite. Ah. Et Tranquille. relativise. Mm. Ouais. Est-ce qu'il y a une croyance que tu avais petit et qui s'est avérée complètement fausse en grandissant?
Non. Tu t'es toujours dit tout est possible, tout est... Non, je vais pas dire ça, mais c'est pas, tu vois, c'était pas quelque chose, en fait, c'est que moi, Tu t'es pas mis de barrière, en fait, non, mentale. tu vois, encore une fois, je suis pas quelqu'un de, je suis un peu, tu vois, quand il y a un truc que j'aime, que j'ai envie de faire, j'ai pas de demi-mesure, tu vois, je suis écorché, donc, non, tu vois, j'ai toujours fait les choses, quand j'ai envie de les faire, je les fais à fond. Euh, Tu vois, c'est alors il y a des proverbes qui dit qui m'aiment me suivent. Je suis pas trop comme ça, mais je suis plutôt c'était toujours la confrontation, mais tu m'aimes pas, tu me parles pas, t'as vu, je t'ai pas demandé l'heure, tu vois. Donc non, j'ai toujours été trop peut-être carré, trop entier. Donc non, Hmm. non. Est-ce que tu as un mantra ou une citation qui t'accompagne ou que t'aimes bien, une philosophie de vie? Un problème, une solution. Oui, Ouais. parce que Ouais, mes voilà. enfants la connaissaient toute Non, simple. Mais on non, mais sent l'entrepreneur, le papa, le papa, ouais, là c'est plutôt le le papa, tu vois. père de famille, Ouais, le c'est vraiment le mari. papa. Et mais en même temps, parce que je suis comme ça et je Mm, suis quelqu'un, je suis pas. Alors j'adore l'homme. Quand je dis l'homme, enfin l'humain. mm, Je suis quelqu'un de très humain. Mais je vais pas facilement vers les gens, tu vois. mm, Et en fait, je me suis beaucoup j'ai beaucoup fait les choses par moi-même. mm, Donc mm, j'avais un problème, je trouvais une solution, mm, tu vois. Et peu importe le problème. mm, Et puis bah pareil, enfin c'est des choses que j'ai mis en place toute ma vie aujourd'hui que je transmets à mes mm. enfants. Qu'est-ce que tu dirais au Franck petit? Crois plus en toi, aime-toi, euh, fais-toi confiance. Mm, C'est des trucs où je pense que bah, pas méchamment, mais toutes ces petites voix parasites autour de moi qui m'ont fait douter de la personne que j'étais, m'ont fait douter de ce que j'étais capable de faire. Et pourtant, tu vois, enfin, les trucs pareils à l'école, lambda, oui, votre fils il a des capacités, mais bon, il en branle pas une. C'est pas que je suis feignant, c'est juste que, c'est en pas ta fait, place. bah non, la guerre des tranchées. Enfin, Mm, tu vois ça, 8 ans dans ta vie de je vais voir autre chose. Je suis métissé en plus. Le monde est grand, le monde est vaste. Il y a eu d'autres histoires en fait. Alors, je suis un peu encore un adolescent pour ça parce que j'en veux beaucoup à l'éducation nationale, tu vois, mm. de ce que ça m'a apporté. Mais en même temps, si tout avait été comme je l'aurais souhaité, je ne T'en serais serais pas pas là là, aujourd'hui. tu vois. Qu'est-ce que tu dirais justement à un enfant qui est assis à l'école et à qui on dit que c'est un bon à rien parce qu'il a pas des bonnes notes et qu'il est turbulent et que Un truc de gamin, je dirais celui qui dit qu'il aime. Pour commencer, la vie. Et puis, tu vois, les adultes qui vont avoir ce genre de propos à des enfants, je lui dirais que il est pas à sa place, Mm, que c'est pas son rôle, c'est pas une bonne personne, tu mm, vois. Et tu vois, c'est pareil, il y a des trucs qui m'ont un peu choqué quand j'ai été surveillant dans un collège, bah justement où tu vois des gens, bah eux c'est des bons à rien. Tu vois, ils sont pas là pour conviction, c'est des métiers, nos enfants, c'est le futur, c'est demain. Il faut les rendre forts. Il faut, euh, il faut qu'ils croient en leurs rêves. Il faut se mettre un peu à leur place et dire que bah le monde dans lequel on vit aujourd'hui sera pas le même dans 15 ans, dans 20 ans, que les choses vont évoluer en bien ou en moins bien, peu importe, elles vont évoluer. Euh, c'est ce que je lui dirais, tu vois. mm. Donc n'écoute pas les choses négatives. Ça veut pas dire non. euh, bouge-toi les oreilles si c'est pas bien, mais si c'est des remarques par contre qui sont constructives, même si tu les comprends pas maintenant, Tu les comprendras peut-être plus garde-les tard. dans un coin de ta tête et tu verras. Mais non, ne fais pas ça quelque chose de définitif Non. et ne prends pas la personne au pied de la lettre. Ouais, non, surtout pas. Parce qu'en Surtout pas. général, même ceux qui, je disais toujours, les derniers seront les premiers, parce qu'en général, ceux qui sortent déjà des cases de l'école, c'est ceux qui réfléchissent à d'autres options et qui sont du coup beaucoup plus éveillés quand la vraie vie tape à ta porte, plutôt que ceux qui se sont contentés toute leur vie d'avoir des bonnes notes et du coup d'être un bon petit salarié qui se rendent compte du coup à 25-30 ans, merde, putain, c'est pas ma vie, quoi. Donc ça, sur le coup, je suis assez d'accord avec toi. Ce serait quoi pour toi le bonheur? C'est quoi pour toi le bonheur?
c'est profiter de l'instant présent. Tu vois, ça, alors je fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Mais c'est quelque chose que j'essaye, moi, d'appliquer un peu plus pour moi. Et c'est aimer les choses simples. Tu vois, arrêter de... Tu vois, moi, je suis trop cérébral, par exemple, et tu vois, quand tu vois dans le monde dans lequel on vit, que t'as des enfants, que tu te dis, oh, mais l'Ukraine, comment ça va se passer? Donald Trump, il est complètement barge. Enfin, bref, tu cogites un peu. Donc, profite de l'instant présent, kiffe avec les tiens. Pour moi, le bonheur, c'est ça, en fait, tu vois, c'est des choses simples. Bien que je veuille toujours, un truc de ouf pour kiffer. Finalement, ce que je kiffe vraiment, tu vois, parce que la vie, c'est pas les vacances, mais dans mon quotidien, bah, c'est voir le sourire de mes enfants, les gros câlins qu'ils me font quand je vais les chercher, taper des barres le soir sur un jeu qu'on fait ensemble, les moments de câlin tous les quatre. Et c'est des trucs simples et ça a pas de prix et ouais, c'est ça, tu vois. T'es heureux? Ouais, je suis heureux. Alors, c'est une question qui est compliquée, je trouve, parce que, tu vois, là, je te donne plein d'exemples, mais ça ne concerne pas que moi. Tu vois, c'est mes enfants, c'est ma femme. Mais en même temps, bah, le bonheur, c'est peut-être ça. Tu vois, mais je suis déjà dans l'anticipation de un jour, mon fils voudra plus me prendre la main. Un jour, mon fils, bah, voudra partir de la maison et je vais faire quoi, en fait? Tu vois, et j'ai peur un peu de ça. Donc, je suis heureux, mais j'ai peur de demain. Tu vois, à 60 balais, qu'est-ce que je vais devenir, tu vois? Genre, tout seul, à la retraite, entre guillemets. Tu vois, est-ce que je serai encore heureux, tu vois, avec ma femme? C'est même pas la question, c'est plus, qu'est-ce qui me rend heureux, moi, tout seul? Tu vois? Au-delà du travail, parce que mon travail, c'est ma passion, mais c'est quand même du travail. C'est aussi des obligations. Mes enfants, c'est de l'éducation et c'est beaucoup d'amour. Mais moi, là, qu'est-ce qui me rendrait heureux? Tu vois, je suis pas capable de répondre, tu vois. Je trouve que c'est compliqué comme question. J'aime la vie. Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi? Alors, on garde ça. C'est vrai que c'est une question que je pose beaucoup, enfin, que je pose et à laquelle on répond pas. Enfin, on nous la pose pas souvent. Et je suis d'accord avec toi, c'est une question difficile. Et je sais pas, en fait, pour moi, être heureux, c'est comme si c'était une finalité, tu vois. C'est comme si il y avait un point final sur la vie. Je pense que être heureux, c'est une quête, c'est un équilibre qui est personnel. Tu vois, genre l'équilibre vie pro, vie perso. Je pense que le bonheur, c'est de trouver cette stabilité, mais qui t'appartient à toi, que ce soit professionnel ou personnel, d'être accompli à travers ton travail, à travers aussi la personne que tu es, donc avec ta famille, etc. Et de trouver l'équilibre en ce qui me concerne aussi sur la partie transmission, de pouvoir transmettre. Et donc, tu vois, c'est tout un petit cocktail où tu dis le jour où je l'aurai, ouais, je pense que je serai vraiment heureuse. Dire qu'aujourd'hui je suis pas heureuse, c'est faux aussi, parce que je sais que je suis vers ce chemin-là. Mais je pense que oui, c'est un chemin et c'est pas une finalité, parce qu'à partir du moment où tu prends ce bonheur-là pour acquis, c'est quelque chose qui, à mon avis, t'échappe du jour au lendemain. Donc, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose de fragile et donc on doit en prendre soin. Donc, pour moi, ouais, le bonheur, c'est éphémère, c'est des instants, c'est des moments, tu vois. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est... Donc, on verra, du coup, Franck à 60 ans. Si je suis encore là, ouais, j'espère. Si Dieu veut, on verra. Merci beaucoup, Franck, pour cet entretien, pour d'avoir retracé tout ton parcours. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ce moment avec toi. C'est toujours cool. Et puis, c'est cool parce que c'est toujours pareil. Tu vois, alors j'ai la chance de pouvoir, c'est pas la première fois que je fais un podcast, mais ce qui est cool, c'est que quand tu retraces ton parcours, il y a toujours des choses qui t'ont échappé, tu vois, et à chaque fois ça va un peu plus loin, tu te dis un peu plus de choses, et tu vois, bah là dans le moment, bah je suis heureux parce que je me dis putain, j'ai trop de chance en fait, tu vois, ma vie elle est incroyable. J'étais pas forcément destiné à ça, je suis complexe. Et je trouve que les choses se simplifient avec le temps, tu vois, malgré les complications au boulot. Bien sûr, tu vois, donc merci à toi.
Avec grand plaisir. C'était vraiment cool. Ravi d'avoir participé du coup à ce moment de pause où tu as pu revenir un peu et kiffer sur ton parcours, c'est important. Merci à vous qui vous nous écoutez. La Gloves Instagram. Ouais, Gloves Academy. Site internet. Ouais, directement www.glovesacademy. Et voilà, il y a d'autres endroits où tu veux sur ton compte Instagram. Bon, il est pas très ouais, si vous pouvez le suivre, ça coûte rien, c'est gratuit. Franck Petitjean sur Instagram. Voilà, on mettra aussi l'Instagram de Valentino, ton associé. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Des bisous. À bientôt.